direct le truc, quoi. C'est pas grave. Alors, donc, je m'appelle Étienne, je travaille chez Microsoft, je fais du web dev, oui, les deux sont possibles, je confirme. J'ai pas du tout participé à IEC, donc ne m'en voulez pas pour ça, je suis arrivé bien longtemps après. Et je viens de Paris, je suis super content d'être invité pour parler ici aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être là. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est @Melta, M-E-L-T-A. Je vous le redirai plusieurs fois si ça vous intéresse. Alors, donc en fait, je suis là aujourd'hui parce que j'ai créé avec plusieurs potes un outil qui s'appelle Vorlon, Vorlon.js, suivant votre pays natif. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? À peu près 3000 personnes. Et donc du coup on va parler un petit peu de tout ça, je vais vous expliquer ce que ça fait pour ceux qui ne connaissent pas et je vais vous parler un petit peu de quelques nouveautés. Donc on va démarrer en parlant de ce qu'on aime tous quand on fait du JavaScript. Généralement c'est le web. Le web c'est cool pour plein de raisons, ça s'adapte à tous les écrans, c'est cross-platform, c'est par définition le premier langage et qui est le plus cross-platform au monde, peut-être même de l'univers maintenant parce que c'est dans l'espace aussi apparemment, alors, tout à fait c'est de Node.js mais on y est presque. Et surtout ça marche vraiment sur plein d'écrans. Donc même maintenant, j'ai un pote aux US qui a une Tesla, et il y a un navigateur web dedans, donc votre site web il marche dans la Tesla. C'est peut-être un peu dangereux en roulant, mais en tout cas ça marche dedans. Et donc du coup, quand on veut débugger un site web, que ce soit JavaScript ou le DOM, ou enfin tous les problèmes qu'on peut avoir dessus, vous le savez tous, on utilise les outils de développeurs intégrés à n'importe quel navigateur web. Donc on appuie sur F12, tac, on a des outils pour débugger et tout ça. Donc ça c'est super bien quand on veut débugger sur desktop. Donc c'est assez bien adapté quand on est sur un Mac, sur son Linux, son Windows, on a les outils qui vont bien. Par contre, quand on veut débugger sur un mobile, ou mobile au sens large, genre une Tesla, il n'y a pas F12 dessus, vous doutez bien, ou je sais pas, dans votre frigo connecté, il y a peut-être un navigateur, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est plus compliqué. Si on veut débugger même sur un téléphone mobile, genre si moi je suis sous Windows, et si je développe mon site, je le teste sur un iPhone, il me faut un Mac pour pouvoir me connecter en USB et débugger avec F12 Safari vers Safari. J'ai le même problème si je veux débugger à distance sur un Chrome par exemple mobile, je suis obligé de me connecter en USB. Donc c'est un petit peu compliqué de réussir à résoudre ce genre de problème-là. Donc ça c'est les outils propriétaires. Il y a un outil qui existe aussi qui s'appelle Winery ou Wine, je ne sais pas comment on dit, qui était pas mal, qui a fait un petit peu son temps, qui n'est pas cross-platform, donc on est forcé d'utiliser un navigateur donné et c'est pas facile à étendre, ça n'a pas trop été prévu bien pour ça à la base, et c'est pas super joli, donc ça c'est un peu dit perso, mais voilà. Donc du coup, on s'est dit qu'on pourrait créer quelque chose qui permettrait de résoudre ce problème. À la base, on ne croyait pas qu'on allait y arriver, finalement on a quand même un petit peu réussi, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est un outil qui s'appelle Vorlon.js, et qui on a développé en Node.js, avec de l'Express pour tout ce qui est dashboard, je vous montrerai, vous verrez tout à l'heure. Il y a du Socket.io pour la communication, du Passport pour un tout petit peu d'authentification, et puis plein d'autres trucs qui sont là sur le slide. Et donc ça marche à distance, donc le principe c'est que vous avez comme un F12 plus modeste bien sûr, mais qui marche à distance. Donc dans une Tesla si elle est connectée à Internet, ce qui est le cas, sur votre mobile, sur votre PC en local aussi, ou sur un Mac qui se connecte, enfin peu importe, n'importe quel navigateur, n'importe quel système et à distance. Et donc pour vous montrer comment ça marche, je vous propose de faire une petite démo collaborative. Alors je sais que Internet ne marche pas très bien ici, en tout cas, voilà, vous pouvez sortir vos téléphones, c'est un site web, par exemple vous arrivez, je vous pourrai. Et je vais juste regarder si j'ai le bon truc derrière, je vais vous remettre le QR code. Parce que j'en ai plusieurs ouverts, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors je vous le remets. En espérant que ça marche. Vous avez les écrans sur les côtés sinon? Comme ça me permet de gagner un peu de temps. Ça va? Tout le monde a peur, il y en a qui ont peur d'essayer maintenant. Dis où mon truc de QR code? Disons que vous tapez l'URL, c'est bit.ly, slash. Je l'ai adapté et tout, Vorlon Red, si vous avez quand même fait un effort quand même. Bon, je vais voir s'il y a des gens qui sont connectés. Il y a un Android. Ah, voilà. Donc du coup, ça ressemble à ça, Vorlon. Vous avez les rappels, hein, si jamais vous ne voyez pas très bien, je vous montrerai après. Donc ça représente bien la vie. C'est-à-dire que, il n'y a pas de Windows Phone par exemple. Ah merde, c'est enregistré. Je ne pourrais pas dire ça, je vais me faire virer.
Donc du coup, là on voit les différents périphériques qui sont connectés, donc ça peut être un PC ou ça peut être, je sais même pas, là, je pense que c'est que des téléphones mais pas forcément. Il y a des simulations d'erreurs là, je vous expliquerai ce que c'est juste après. Et en fait, en gros, ce qu'il faut imaginer le scénario, c'est pour ça que je vous le montre là. Je vais remote débugger quelqu'un, si vous êtes d'accord. Mais en gros, le principe, c'est qu'à gauche, vous avez les différents clients. Donc, imaginez, vous débuguez votre site, vous avez un iPad, un téléphone Android, un PC, un Mac. Vous exécutez le site web partout et vous vous rendez compte que genre sur le téléphone Android, il y a un problème. Il apparaît ici, et donc du coup, vous pouvez le cliquer dessus et pouvoir le débugger. Donc en fait, je vais cliquer sur le bouton Identify, et si vous êtes tout en haut de la page, normalement, parfois là, c'est le moment où j'ai moins de solitude parce que ça marche pas, mais ça devrait marcher. Vous devrez voir un numéro qui s'affiche quelque part sur votre... J'ai vu des oui, donc là je suis content. Et donc je vais prendre quelqu'un numéro 2. Ah mais alors on commence comment je vais prendre quelqu'un d'autre. Numéro 1. Quelqu'un numéro 1, on dirait un loto. Voilà. Donc du coup je vais cliquer là-dessus. Et donc théoriquement, si je passe ma souris là sur les différents... Alors, à la vitesse du réseau bien sûr. Donc ici on a accès au DOM. Si je passe ma souris là-dessus, normalement tu devrais avoir... ça devrait se highlight dans le site web. On se connaît pas, hein? Merci. Donc je peux aller changer des trucs. Donc par exemple ici je peux changer des choses, faire entrer, ça devrait se changer en live dans le site web, comme F12. Et je vous montrerai après sur mon PC, comme ça vous verrez les deux changer en live. Et typiquement ici, si je clique là, on a aussi accès aux styles, on a les styles qui sont compute là. Par exemple, ça me dit que, je sais pas, des choses pas intéressantes ici, bon, peu importe. Voilà, donc en tout cas, ça nous donne plein d'informations. On a aussi le layout. Donc ça me dit que là, ça fait 21 pixels de haut, le div avec marqué. Tu peux vérifier si c'est bien ça? Non. C'est la blague la plus pourrie que j'ai dans toutes les blagues, toutes les autres sont bien jouées. Donc voilà, donc du coup, ça permet de faire ça. Si jamais tu appuies sur les boutons qui simulent les erreurs là, donc si tu fais une erreur, ça apparaît, donc c'est toute la console et tout, on l'a hooké, on la redirige ici, à travers le réseau. Donc là on voit qu'il y a une erreur, oups, quelque chose qui n'a pas marché, machin. Il y a une erreur complexe, c'est un objet qui a été logué, donc on peut voir le détail, etc. etc. On a aussi Modernizer qu'on a intégré, qui vous dit ce qui est activé, pas activé sur le device sur lequel vous testez. Là on voit qu'il n'y a pas les CSS Reflection, enfin c'est nulle part de toute façon, quasiment pour l'instant. Il y a l'Object Explorer, donc ça vous montre tout ce qui est dans Windows. Donc ça vous rappelle que c'est bien le bordel dans Windows quand même. Voilà, il y a un truc qui analyse les best practices, etc. etc. Donc ça c'est pour vous montrer simplement que ça marche bien en réseau. Moi je vais vous faire la démo sur mon PC. Mais en tout cas, le principe, théoriquement, c'est plutôt de débugger à distance, pas trop sur son propre PC. Alors, avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous montrer une démo plus complète, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment on l'utilise. Donc c'est assez simple, c'est un outil pour les développeurs web, donc on le distribue avec NPM. Donc vous êtes il faut installer un serveur, ça c'est la première partie. Hein. Donc vous êtes sur votre système, n'importe lequel, vous faites npm install vorlon, vous tapez vorlon, ça vous lance le serveur. Et ce serveur, il démarre deux choses que je vous expliquerai juste après. Et ça, c'est une première manière de faire. La deuxième, c'est un projet open source, donc vous allez sur GitHub ici, vous pouvez le cloner. Clonez plutôt la branche dev si vous le faites, parce que vous forquez plutôt la branche dev parce qu'elle est plus à jour. Ou alors vous avez un auto-deploy vers Azure, par exemple, où il y a un conteneur aussi Docker quelque part, qui vous pouvez trouver dans la doc, que vous pouvez déployer directement. Une fois que vous avez le serveur qui tourne, il faut que le site web que vous voulez débugger, donc typiquement celui que vous avez affiché sur votre téléphone, là, ceux qui l'ont fait, ce site web c'est un site d'exemple, normalement vous débuguez votre site à vous, en fait vous devez juste référencer un script. Donc vous ajoutez cette ligne-là, si vous êtes en local, bah, c'est localhost, sinon c'est votre IP ou là où vous avez déployé, et c'est tout ce que vous avez à faire. Le truc il va automatiquement s'enregistrer auprès du serveur, et dès que vous naviguez sur le site web, sur un téléphone, un PC, un Mac, n'importe quoi, automatiquement ça apparaît comme un client dans le dashboard. Donc à chaque fois que vous naviguez, c'est un client supplémentaire qui apparaît, on peut du coup débugger. C'est la seule chose à faire. Et il y a une autre possibilité qui est d'utiliser notre proxy. Donc là, plutôt que de rajouter le script, de le référencer vous-même, imaginons par exemple que vous avez détecté un problème sur google.fr par exemple, imaginons. Et vous voulez le remonter correctement à Google, mais vous n'allez pas pouvoir leur dire rajouter le script Vorlon pour qu'ils puissent tester, parce qu'évidemment ils ne vont pas le faire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est lancer le serveur Vorlon en local. Il y a un process Node.js qui joue le rôle de proxy. Vous tapez l'adresse là-dedans. En fait, ce qu'il fait, c'est que sur votre PC, sur le site Google, ça ne sera pas directement Google, ce sera localhost quelque chose, machin. Donc les requêtes passent par le proxy. On injecte le script de Vorlon à la volée à l'intérieur, et du coup, vous pouvez débugger n'importe quel site comme ça.
Alors, je vais vous montrer plus en détail. Donc ça je peux fermer, donc j'en ai d'autres. Voilà. Donc ça c'est la version que j'ai hébergée en local, elle tourne ici. Donc, si je vous montre, voilà, donc il y a 2-3 trucs, là j'ai mis en méga debug, mais en gros je fais un npm start, si vous faites un Vorlon c'est pareil, hein, c'est le projet. Il démarre, et c'est ce qui rend ce dashboard là. Donc ça c'est ça qu'on a fait en Express notamment. Et donc si je lance un autre navigateur, je vais volontairement pas prendre un navigateur Microsoft pour montrer que ça marche partout. Après c'est du web, hein, il faut vraiment vouloir le faire pour que ça marche pas ailleurs. Il y en a qui le font. Donc je navigue sur la même page que celle que vous aviez tout à l'heure pour ceux qui l'ont testé. Je simule un peu le côté mobile, bon, la taille de la résolution du truc. C'est un peu responsive, hein, les boutons ils s'agrandissent et tout. Donc voilà, et donc ça apparaît à cet endroit-là. Quand je clique là-dessus, je me retrouve avec ce que j'avais tout à l'heure, avec un peu moins de place. Et en gros, quand je passe ma souris sur les éléments, c'est comme dans F12, hein, ça me dit bah, ça c'est cet élément-là, ça c'est celui-là, ça c'est celui-là. Et ça passe par du socket IO, c'est un échange qui est fait entre le code qui est là-dedans et puis ce qui est dans le dashboard. Et donc si je viens ici et que je modifie ça pour me dire tiens, qu'est-ce que ça donnerait si j'enlevais ce morceau-là, je fais entrer et ça modifie en live dans le site que je suis en train de débugger à droite. Si je clique là-dessus, normalement j'ai du CSS, là voilà. Je peux modifier aussi le CSS. Je ne fais pas toutes les démos, hein, c'est pas le but forcément, mais donc ça a un tout petit peu bougé là, c'était potentiellement flagrant. 200. Voilà. C'est cool. Donc en tout cas, vous pouvez tester vos modifs en live, fixer vos bugs de CSS potentiellement, pour dire c'est bon, j'ai bien corrigé sur ma version 57 d'Android, et du coup, je peux enfin le fixer pour que ça marche partout. Donc après, on a d'autres onglets, et chaque onglet, en fait, c'est un plugin. Donc c'est important parce que je vous expliquerai après le principe, on l'a fait extensible directement. Donc on a l'Object Explorer que j'ai montré avant, on peut drill down dans les différentes variables avec les valeurs qui vont bien. On a un plugin XHR qui enregistre toutes les requêtes XHR quand on fait un appel Ajax, n'importe lequel, il est enregistré et tracé. C'est une version super light pour l'instant. On bosse sur une version plus détaillée. On a, celui-là je vous montrerai plus tard, on a le Network Monitor. Alors dans cette résolution-là, c'est pas exceptionnel, mais en gros, ça montre toutes les ressources qui ont été téléchargées avec un waterfall qui, quand la bonne résolution, ça s'affiche mieux, bien sûr. Mais en gros, c'est quand est-ce que la ressource a été téléchargée, dans la timeline de download, le temps que ça a pris et tout ça, sur chacun des éléments de la page. On a le Resource Explorer, donc ça nous permet de voir sur le périphérique, hein, sur lequel on est, dans le navigateur, Local Storage, Session Storage et les cookies. On peut en rajouter à distance et les modifier et tout, pour faire ces tests, ça peut être pratique. Voilà, et puis on a également un truc de tâche unitaire qui utilise QUnit, et je ne sais pas cliquer, donc ça va cliquer à côté. Voilà, donc on peut exécuter un test unitaire à distance sur la machine. Pour l'instant, c'est que QUnit, c'est pas le plus... on va juste après l'exemple. C'est pas le plus répandu, mais on est en train de bosser sur une version de Mocha. Quelle est la question? Oui, est-ce que quand on est en MIDI, on a droit à plus de fonctionnalités? Quand on est en quoi? En MIDI, est-ce qu'on a droit à plus de fonctionnalités? Ça n'a pas d'impact. Ah bon? Pourquoi? Quand on est, j'ai pas compris le... Parce qu'en fait, en MIDI, ils ont des serveurs Catel qui permettent de vérifier tout ce qui est à l'intérieur des routeurs. Ah non, aucune idée. Je sais pas, je suis pas un navigateur. Ouais, on pourra en parler peut-être un petit peu après, mais je sais pas du tout l'impact que ça a. En fait, tant que Socket.io passe... Par rapport aux autres talks, on prendra les questions après. Ok, ça marche. Et puis on a un plugin qui est inspiré de quelque chose qui s'appelle MyDevice.io, qui a été fait par Raphaël Goether, qui est le patron de Elsa Création, et donc il permet d'avoir la taille de la résolution, l'écran, etc., et puis des informations intéressantes sur le device sur lequel on est en train de tester. Voilà, donc j'ai fait un tour un petit peu rapide de tout ce qu'il y a dedans. Ça peut être pratique si jamais vous voulez débugger à distance. Et on peut aussi, si besoin, exécuter du code JS, puisque dans la console, ici, hein, je ne vais pas montrer là, mais quand je clique sur un bouton, en gros je simule une erreur ou je ne sais pas trop quoi. Donc là, ça ne part pas, mais bon, peu importe. Et donc je peux taper du code JS, je peux faire un alerte, genre LOL par exemple, voilà, parce que j'arrive à faire ça qu'à une main. Je fais entrer, du coup ça me fait un alerte, donc ça sert à rien, ça on est d'accord, mais si jamais je veux par exemple exécuter une fonction en remote pour vérifier que ça s'exécute bien, ou ça j'ai cliqué là, ça n'a pas fait ça, je vais quand même essayer de le faire, je lance, ça marche ou pas. Puis si c'est en train de tester sur le téléphone d'un pote, on peut lui faire un while true alert aussi, ça c'est rigolo. Voilà, et donc voilà, donc ça c'est le principe de base, c'est ce qu'on avait fait à l'origine, et qu'on fait évoluer régulièrement. Et puis on s'est dit, bah, en gros JavaScript ça ne tourne pas que dans le navigateur, hein, vous le savez bien, ça tourne aussi côté serveur. Du coup, bah, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est que des hooks JavaScript et des choses comme ça. Par exemple, le console.log, en fait, on backup la fonction console.log
on en recrée notre version, on l'appelle l'original, et puis on rajoute notre envoi à nous, côté serveur, en gros. Et en fait, on s'est dit, on pourrait aussi peut-être pour le faire pour inspecter du Node.js. C'est la même chose. Il y avait quand même des petites différences, je peux en parler après si ça vous intéresse, mais en gros ça marche. Donc imaginez, vous avez votre process Node.js, il tourne, alors quand on est sur son desktop c'est pareil, on a plein d'outils qui permettent de débugger, c'est super cool, même maintenant un petit peu à distance, mais il y a toujours un petit setup un petit peu chiant. Là ce qu'on a fait c'est qu'il suffit de rajouter un package, enfin un module dans votre app Node.js, et ce module-là, Vorlon Node Wrapper. Et ensuite, au démarrage de l'app, ou en tout cas à partir du moment où vous voulez commencer à inspecter, vous faites un require du module et vous faites juste un vorlon.start, enfin le module.start, avec là où est votre instance Vorlon, donc localhost si c'est en local ou URL si c'est à distance, default, enfin les 2-3 paramètres, un pour dire je veux que ce soit synchrone, donc en gros j'attends que j'ai bien eu la réponse et que je me suis bien connecté au dashboard, puis j'exécute mon code à moi, comme ça je suis sûr que tout ce que je fais après c'est bien renvoyé dans le dashboard. Ou alors de manière asynchrone avec un callback assez classique en JS. Et donc du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et avant de vous montrer ça, je vais vous montrer un tout petit projet que je vais utiliser pour la démo, que j'exécute là dans Visual Studio Code. C'est un éditeur, c'est pas Visual Studio, c'est Visual Studio Code, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes gens qui l'ont fait. C'est super léger et c'est plutôt cool pour le dev web. Et en fait, il y a une feature dedans, parce qu'en gros, la première fois, j'ai dit, tiens, on pourrait faire de l'inspection Node.js et tout. Alors, on peut débugger, faire du debug pas. Vous allez voir que je suis développeur, ça va se voir tout de suite au design. J'ai fait un site web avec genre mes technos favorites. C'est trop cool. Alors, j'ai fait un petit effet quand même. Classe. C'est le seul truc que j'ai trouvé à l'intérêt de ça, c'est juste ça, les CSS filters. Donc il y a 2-3 technos favorites avec évidemment Vorlon et un autre projet auquel je participe. Et donc en gros ce qu'on peut faire déjà ici, c'est qu'on peut mettre un point d'arrêt, tac, et puis du coup côté serveur, et puis quand je rafraîchis, du coup il va taper dans mon point d'arrêt, j'ai accès aux variables, donc je vois qu'il y a un tableau ici avec des trucs à l'intérieur, etc., etc. Donc je peux faire du debug pas à pas et l'exécuter. Donc là ce que je fais pour avoir mes technos, vous allez voir c'est important pour après, c'est que j'ai un fichier quelque part, c'est une super base de données moderne, base de fichiers texte. Je récupère et puis chaque ligne ça correspond à une des technos, je split, je mets ça dans un tableau et je l'affiche. Voilà, tout simplement. C'est pas rien de spectaculaire. Donc je peux faire du debug en local. Et parfois quand je suis à distance, genre je l'héberge quelque part, c'est pas pareil. Genre j'ai un truc un peu différent, le mec qui a déployé il s'est un peu planté, tout ça. Et donc là j'ai hébergé quelque part, peu importe où, dans Windows, oui je sais, j'ai hébergé ma petite application Node.js, donc je vais la démarrer, mais avant de la démarrer, je vais vous montrer quelque chose. J'ai ici un autre dashboard Vorlon, qui est TechList Vorlon, là, qui est un dashboard spécial, un autre déploiement, et en fait, dans le code de mon application, j'ai ajouté le petit module qui permet d'aller se connecter à mon dashboard, et puis je l'appelle. Donc du coup, ça ressemble à ça, je vous montre. Alors je vais ici, tac, app.js. Alors là c'est commenté en local, c'est le code que je vais utiliser. Je fais un require de mon wrapper là, et puis ensuite je fais un vorlon.start de techlist vorlon.machin à distance, avec mon truc, et puis à partir de ce moment-là, tout ce qui est derrière, c'est connecté automatiquement et ça marche déjà. Donc je démarre. Quand je démarre, il va démarrer mon petit process, donc c'est super light, il n'y a quasiment rien dedans. Et ça a failli pas marcher, petit moment de solitude. Et donc du coup, cette fois-ci, il détecte que c'est un process Node.js, donc je débug plus un site web, je débug un process. Enfin, je débug le code qui est dans le process Node.js. Et du coup, évidemment, tout ce qui est DOM, tout ce qui est en rapport avec le front, je l'ai enlevé, enfin on l'enlève, on ne l'affiche pas, parce qu'on n'en a pas besoin et ça servirait même d'ailleurs à rien. Et donc on a pour l'instant d'accessible, on a l'Object Explorer, XHR et puis la console en bas. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller afficher le site web. Alors j'avais déjà affiché une première fois. Et quand je l'affiche, d'ailleurs tout est préparé, quand je l'affiche ici, la liste elle est vide. Pourtant c'est exactement le même code, c'est le même fichier que j'ai déployé et tout ça. Donc on peut se demander pourquoi. Enfin, vous vous demandez peut-être pas, vous en foutez peut-être un petit peu, mais en tout cas, moi je me demande pourquoi. Et on voit ici que j'ai un log qui a été fait. Et si je déplie, je vois, tiens, il y a un problème, il ne trouve pas le fichier. Donc là, il y a l'abruti qui a déployé, qui a oublié de déployer le fichier ou je sais pas quoi. Là, je sais quel est le problème, c'est que le fichier, quand il l'a déployé, il dit, ben non, c'est des technos. Je vais mettre un S à text.txt. Et donc, du coup, c'est une super histoire à raconter, donc c'est cool. Et donc du coup, il ne s'appelle pas tech, mais text, au pluriel, .txt. Donc, ce que je vais faire, c'est que, on le voit ici d'ailleurs, la variable elle est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la renommer. Global, alors je vais enlever mon truc. Point, c'est text.
passe, nickel. Je me dis que c'est ça. Je teste, avant tout redéployer mon code et tout. Donc là, je fais mon déploiement. Donc, je ne touche pas au projet Node.js, il tourne toujours. Et si je retourne ici, donc il a modifié la variable en live, entre guillemets. Si je rafraîchis, bah, du coup, maintenant il a la bonne variable, il va chercher le bon fichier et ça me l'affiche directement. C'est pas ce site-là qui est important. Hein. Ce qui est important, c'est qu'on commence à avoir une première version. On va dire c'est une preview de ce qu'on peut faire en Node.js qui permet de faire ce genre de choses-là à distance. On a un plugin qui est en train d'être développé pour Node.js spécifiquement. Et un qui est développé pour Express et un autre pour Mocha aussi pour pouvoir exécuter des tests à distance. Et donc Express par exemple, ça va vous donner toutes les routes qui sont appelées, avec quels paramètres, quand elles ont échoué, ce genre de choses. Pour Node.js, on a la consommation mémoire, l'utilisation du processus, tout ce qu'on peut récupérer via le process, les variables qui sont instanciées et tout ça. Donc, tout ce qui peut être intéressant quand on veut inspecter un process à distance et toutes les idées que vous auriez potentiellement. Si jamais vous avez des idées, on pourra en parler tout à l'heure, c'est avec plaisir. Puis open source, si vous voulez participer, c'est même encore mieux. Enfin, c'est mieux. C'est bien de donner une idée déjà, mais c'est encore plus cool si vous pouvez participer. Alors, j'ai commencé à quelle heure? De toute façon, je suis là, maintenant tu peux plus me... Non, mais je crois que c'est bon. J'ai encore un petit peu de temps. Donc, du coup, la question que vous vous demandez, je suis sûr, c'est comment je fais pour créer un plugin, non? Peut-être pas. C'est vrai? Bien sûr. Donc, du coup, comment créer un plugin? Alors, déjà, on a fait... j'ai fait un billet de blog, alors il est un peu vieux, mais je le maintiens un jour, donc il tient toujours. Parce qu'on n'a pas fait de doc pour cette partie-là. On a fait de la doc pour plein de choses. On ne fait pas tout le temps de la doc, on est quand même un peu développeur. Et donc, du coup, on en a un peu, mais pas surtout. Donc, par exemple, ça, on ne l'a pas encore fait. Donc, vous allez là-dessus, il y a un petit sample qui vous montre comment ça marche. Et en plus, côté quand on est développeur, on préfère les samples pour creuser une techno. Même si on peut penser que sample, on ne peut pas creuser. J'ai jamais fait de la reine, alors du coup, ça passe sample. Voilà. Voilà. Et je l'ai fait à Paris Web et il y avait quelqu'un qui traduisait la conf en langage des signes. Elle m'a regardé comme ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Elle a creusé comme ça, et je pense qu'ils n'ont pas compris. Donc voilà, un site web normal, ça marche comme ça. On a du CSS et du JavaScript. Enfin, après, il y a des trucs serveurs et tout, mais côté front, ça marche comme ça. On a HTML et JavaScript dans la même page, avec des fichiers séparés et tout. En tout cas, le JavaScript, il interagit avec les éléments du DOM en local et tout. Donc si je veux, par exemple, refaire l'équivalent d'un des plugins, je peux le faire en local, afficher les données dans la page, et puis ça marche très bien. Quand on fait un plugin dans Vorlon, en fait, la différence, c'est qu'il y a le dashboard, ici. Donc là, c'est l'endroit avec tous les plugins où on a ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, on peut manipuler les choses à distance. On a à droite le site qu'on est en train de débugger. Et au milieu, on a un serveur Node.js avec la passerelle en socket.io qui fait la communication entre les deux. Donc du coup, quand on veut créer un plugin pour Vorlon, donc rajouter un comportement, donc par exemple, il y en a un qui a fait un plugin pour Angular, je crois, qui est assez léger pour l'instant, mais que je n'ai pas montré parce que j'avais pas d'exemple Angular. Mais il y a un plugin Angular, il y en a plusieurs qui ont été créés comme ça. Donc vous voulez créer un plugin pour un truc particulier sur un projet spécial, je ne sais rien. En fait, il faut écrire le code qui va collecter les données dans le site que vous voulez débugger, et faire des choses de ce côté-là, et puis les envoyer dans un morceau du plugin qui serait ici. Donc, contrairement à un site classique, entre guillemets, on a dans un site web la collecte de données, puis dans un autre de l'affichage, et puis des choses qu'on peut faire. Et donc, en gros, quand on veut créer un plugin pour Vorlon, il y a un bout à faire dans les deux. Ce qui est un petit peu chiant là-dedans, enfin, on sait tous collecter des infos en JavaScript, on sait faire un objet JSON avec, on sait tous les afficher ensuite si on nous donne un div, les afficher. Ce qui est toujours un peu compliqué à faire, c'est le truc du milieu avec la communication. Ça, tout est fait pour vous. Enfin, on essaie de le faire le plus simple possible, en tout cas. Et donc, je vais vous montrer comment. En quelques minutes, on va faire un plugin ensemble, si ça vous intéresse. Je vais peut-être poser la question. Donc, en plus, tout est préparé, donc je peux même le faire avec le micro à la main. Alors, donc ça, c'est le code de Vorlon. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pas l'objectif. Je ne sais pas trop quel est le point de vue ici sur ce sujet-là, mais on l'a développé en TypeScript. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. Il y a certains meet-up à Paris où, quand on dit TypeScript, il faut se prévoir à se prendre des trucs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des TypeScript. Pas trop. Il y en a qui lèvent la main, mais pas trop. Je ne peux pas trop montrer. Bon, enfin peu importe. En tout cas, vous pouvez le coder en JavaScript aussi si vous voulez. De toute façon, au final, ça sort du JavaScript. Donc du coup, quand on veut créer un plugin, donc, très rapidement, hein, le code ça c'est le code du repo GitHub. Il y a les deux morceaux importants, c'est serveur et plugin. Serveur, c'est tout le code du serveur, dashboard et tout ça. Et puis plugin, c'est là où il y a le code des différents plugins. Dans Vorlon, c'est vraiment un truc
On sent qu'il y a eu la réflexion, il y a plugin, Vorlon plugin. Voilà, ça nous arrive à tous. Et donc du coup, là-dedans, je vais rajouter un plugin qui va être, je crois que j'avais fait Ren.js, voilà. Et donc en fait, un plugin, qu'est-ce que c'est? C'est deux fichiers. Un premier qui va être, ah oui, c'est quand même chiant de taper en fait, Vorlon, Vorlon, non mais ça va aller vite. Tiens, merci. Vorlon.client. C'est pas préparé. Vorlon.client.ts, ça va aller, merci. Et donc ce fichier-là, ça va contenir le script, le code, de ce qui va être dans le site web qu'on débug. C'est là qu'il va collecter les données et puis les envoyer au dashboard ensuite. Donc là, je vais coder assez vite, j'arrive à coder une main assez vite quand même. J'ai un truc là, voilà, Ren.js client, tac. C'est cool, l'invention des snippets quand même dans la vie, c'est quand même pas mal. Hein. Si on pouvait coder comme ça tous les jours, le code existe déjà, mais il suffit de... Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai une classe... C'est dangereux de mettre du copier-coller. Ah oui, non mais là c'est parce que j'avais écrit avant, spécifiquement pour aujourd'hui. Et d'habitude je copie-colle pas, hein. On est d'accord, c'est super chou. Donc du coup, j'ai copié-collé le type du fichier par contre, je suis désolé parce que je vais le réutiliser après. Du coup, ça hérite d'une classe, c'est là où on commence à avoir des trucs qui n'existent pas encore maintenant en JavaScript, mais qui vont bientôt exister, ou pas un jour peut-être, on ne sait pas. Bon, bref, c'est en TypeScript en tout cas. L'avantage, c'est que toute la partie chiante du truc côté client, elle est là-dedans, on l'a déjà fait pour vous, vous l'implémentez, vous récupérez directement le comportement. Ensuite, on donne un petit ID, bon, peu importe. Et puis, il y a une fonction qui est importante, c'est celle-là, Start Client Side. Celle-là, c'est celle qui sera appelée quand le site web il commence à se connecter au dashboard. Donc nous, dans notre core de Vorlon, on appelle cette fonction-là, de tous les plugins. Genre, démarre-toi, ça y est, tu vas commencer à envoyer des données. Et là-dedans, tout ce que je fais moi ici, c'est que je m'abonne à l'événement resize du navigateur et j'appelle la fonction refresh, qui est ici. Et cette fonction refresh qui est là, qui est d'ailleurs appelée aussi quand on resize le navigateur, elle va packager un objet, c'est super bon, hein, avec la largeur de là où on est actuellement dans le document, et le user address. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Et donc ensuite, je fais ça, et là j'appelle une fonction, c'est ça qui a déjà été fait pour vous, donc this.send to dashboard, et ça prend l'objet que vous donnez, ça l'envoie au dashboard. Enfin, à votre plugin côté dashboard. Toute la tuyauterie est faite pour vous. Si vous ne montrez pas tout dans les détails, c'est pas très très grave, on pourra en parler un petit peu après. Donc là, voilà, c'est mon petit copier-coller, pardon. Dashboard. Tac. Donc là, pareil. Ça va faire moins d'effet, hein, forcément, la deuxième fois, ça... dashboard. Donc ça, c'est la même chose, mais ce qui est côté dashboard, donc dans l'outil qu'on utilise. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on a un dashboard plugin, on lui dit, tu crées cet objet-là, on apprend le constructeur de l'objet principal, et on lui donne un fichier qui est le contrôle.html. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le dashboard, on a un div dans lequel on se rend, et là, il va claquer un fichier contrôle.html que je vais créer juste après, qui est la base HTML que vous manipulez ensuite. Ça va? C'est pas forcément la partie... donc là, il y a un start dashboard side, qui est la partie qui est démarrée quand le plugin est affiché de côté dashboard, cette fois-ci, qui est appelé. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'appelle un helper, encore une fois, qui est insert HTML content async, qui va insérer le fichier control.html dans le div, et me renvoyer le div qui a été créé, et puis après, qu'est-ce que je fais? Je récupère juste, ça c'est du classique, je récupère juste deux éléments qui sont dans la page pour pouvoir les manipuler et mettre à jour leur contenu après. Et ce qui est important, c'est la fonction avec le nom le plus long de l'histoire de la fonction, onRealTime message receive from client side, qui du coup, elle, est appelée à chaque fois que le client envoie un message. Donc quand j'ai fait send to dashboard, dans mon code côté dashboard, ça appelle ce truc-là, et je reçois l'objet que j'ai packagé de l'autre côté. Et du coup, je récupère ma largeur et mon user agent, et puis je l'affiche ici dans mon inner text de mes deux éléments qui sont des paragraphes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à faire pour le code, et j'ai plus qu'à rajouter le contrôle. Attention, contrôle HTML. Hop, voilà. Même pour 4 lignes. Donc en gros, c'est les deux paragraphes voilà, qui sont ajoutés dans le div. Il me reste une dernière chose à faire, c'est qu'il faut que j'aille le positionner dans un fichier de config, pour que je dise qu'il existe, qui est config.json, dans lequel il y a tous les plugins. Et puis la config, on peut activer HTTPS et plein de choses. Et donc tout en bas là, tac, je viens là, je fais... Même pour le fichier config quoi. J'ai découvert la snippet, du coup j'ai tout fait en snippet. Donc voilà, donc là je lui dis juste, voilà c'est l'ID du truc, le nom complet c'est ça, tu le mets dans le panneau du bas et puis le nom du fichier ou du répertoire que tu trouves c'est celui-là. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Alors, normalement c'est plus long parce qu'il faut coder, mais voilà. Et je vais le recompiler mon... La sauvegarde des
pas sauvegarder le HTML. Sans la panique tout de suite. Pardon, désolé, je voulais pas le faire ça. Donc je compile ces gueules, voilà, tac. Ah bon, gulp, run, tout ça. On va pas retomber dans le débat, est-ce que quel est mieux et tout. On utilise gulp parce que c'est mieux, mais... C'est vrai? Non. Ça dépend de ce qu'on fait. Par contre, pour la doc, qui est aussi open source, c'est du grunt, comme ça tout le monde est content. Et j'ai pas d'autres phrases pour doubler le temps que ça compile quand même. Voilà, parce qu'on fait quand même plein de trucs, hein. Il y a plein de choses qui sont compilées, packagées, modifiées, tout ça. Et donc une fois que c'est fait, je redémarre mon serveur, il est là, tac, npm start, et donc je reviens, voilà, et j'ai presque fini pour lui. Où est-ce qu'il est? Il est là, forcément il part en sucette puisqu'il ne trouve plus rien. Hop, c'est parti, donc on se connecte. J'ai mon client qui est ici. Je tente Firefox, c'est fait. Hop, voilà. Donc il se connecte et tout, et donc j'ai mon plugin qui apparaît en bas du coup. Et quand je clique dessus, j'ai donc alors c'est super moche encore une fois, hein, c'est pas du. Mais du coup j'ai bien mes infos qui sont remontées, donc elles sont envoyées de la page packagée et toute la partie Socket.io elle est faite pour moi, j'ai rien à faire pour ça. Et du coup en plus petit bonus quand je redimensionne en live, ça c'est quand même la classe de la communication en temps réel, quoi, hein. Merci Socket.io. Bon ça sert à rien, mais ça se redirige quand même, ça se redimensionne en live. Voilà, donc ça c'était le petit plugin. Donc là où on en est dans le projet, donc c'est un projet open source, on était 4 au démarrage. Après dans les 4 il y en a un qui est manager dans la vraie vie, donc du coup il bosse plus trop dessus. Pas parce qu'il est manager, mais parce qu'il a plus le temps du coup. Et on est 4, mais par contre, à l'origine, quand on l'a sorti, c'était il y a 1 an à peu près, on n'avait que 3 plugins, et tous les autres, ils ont été faits majoritairement ou initiés par des gens de la communauté web en France, beaucoup, mais aussi un peu aux États-Unis. On est assez content de ça parce que c'est ce qu'on veut en fait, on aimerait bien qu'il y ait plein de gens qui créent leurs plugins. La partie Node.js, alors il y a le debug pas à pas aussi qu'on n'a pas pour l'instant, parce que côté front, c'est pas du tout standardisé. Et en plus, c'est vraiment le bordel pour pouvoir activer le debug sur un navigateur à distance. Donc c'est un petit peu compliqué. Côté Node.js, il y a un protocole de debug pas à pas, donc ça serait plus facile à faire. Par contre, il y a toute la partie UI à faire qui est un peu compliquée, donc on ne s'est pas encore lancé là-dedans. On a une version, on va bientôt sortir une version SaaS de Vorlon, parce que pour l'instant, il faut l'installer quelque part. Là, il y aura un site web, Vorlon as a Service pass. Vous cliquez sur un bouton, ça vous lance un conteneur Docker tout seul, vous ne vous préoccupez pas, vous avez votre dashboard et vous pouvez l'utiliser direct. Il faut juste qu'on réfléchisse comment on va payer l'hébergement pour l'instant. Il y a Azure, oui. Bah, c'est nous qui le faisons, mais enfin, c'est Microsoft quelque part, mais pas moi. Donc, du coup, j'ai pas accès au. Voilà, il faut quand même que je paye. Mais on va trouver une solution certainement dans ce sens-là, d'accord. Donc Vorlon en prod, pour l'instant, je ne vous conseille pas d'utiliser en prod. Enfin, vous pouvez, mais il faut faire attention parce que la communication socket et tout, si à chaque fois que vous avez un client qui se connecte, ça envoie des trucs en Socket.io quelque part, c'est pas forcément top. Donc il y a dans la doc, il y a quelque part un truc qui explique comment faire pour le lancer, enfin, l'ajouter dans votre site web mais ne pas le démarrer, parce que par défaut ça le démarre. Mais il y a on peut rajouter des points d'interrogation, quelque chose dans la génération du fichier vorlon.js, pour pas le démarrer et le démarrer après. Et donc dire tiens, il y a un client qui vous appelle, il vous dit j'ai un problème, vous lui dites de cliquer dans tel endroit dans l'interface, je sais pas quoi. Genre par exemple de taper 7 fois sur le numéro de version, et paf, vous activez Vorlon, ça se connecte et vous pouvez l'utiliser. J'ai pris au hasard 7 fois sur le numéro de version. On veut aussi faire une intégration browser sync, parce que pour l'instant on peut débugger qu'un téléphone à la fois, vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure, on peut faire qu'un à la fois, et on a plein d'autres trucs qu'on fait aussi avec les équipes produits de Microsoft. Ils commencent à s'intéresser un petit peu à ce qu'on fait. Parce qu'à la base on a commencé, enfin c'est un side project, c'est pas du tout un truc dans le cadre de Microsoft à l'origine. Et du coup, ils commencent à s'intéresser à ça, donc on discute avec les gens qui font F12, enfin le F12 de Microsoft, et avec les gens qui font Edge aussi, et donc on essaie de regarder s'il y a des trucs à faire de ce côté-là, et vous en saurez plus un jour si jamais ça aboutit. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez. Et si vous voulez avoir plus d'infos, donc il y a vorlonjs.io, sur lequel il y a le .com aussi, mais IO c'est plus classe quand même. Il y a un lien ici qui explique à la base pourquoi on a fait Vorlon, et puis je remets l'URL de Vorlon plugin. Si vous voulez participer, on a un Slack, vous pouvez auto-join sur le site directement, vous arrivez dessus, vous pouvez poser des questions et tout. Donc n'hésitez pas, merci pour votre écoute, et si vous avez des questions, avec plaisir.